Alors, vous connaissez tous Jean Le Kervasdoué. Il a été directeur de la santé. Il est professeur émérite en santé publique à l'École des arts et métiers. Il a un esprit très, très affûté et très original. Il vous prie l'excuser d'avoir été retardé tout à l'heure, mais nous avons pu modifier l'emploi du temps. Jean, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, Monsieur l'ambassadeur, je crois qu'il est toujours là, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être là à plus d'un titre. Philippe m'a présenté en deux mots, mais il y a exactement 50 ans, je terminais à l'Université Cornell aux États-Unis un doctorat sur pouvoir et innovation dans les hôpitaux américains. Alors, j'étais pas du tout prêt à ça, puisque ma formation d'origine française, c'est d'être un agroforestier. Alors, ce qui m'a permis d'ailleurs d'apprendre la biologie et certains aspects de la médecine, pardon de dire ça ici, mais les agros connaissent quand même beaucoup mieux l'alimentation que 99,9% des médecins. Et j'aurais d'autres choses à vous dire juste avant de commencer. Donc, je suis la politique de santé depuis 50 ans. J'ai connu personnellement tous les ministres de la Santé depuis 50 ans. Je ne vous donnerai pas mon tiercé. En commençant par le bas, il y aurait du monde. Mais simplement, vous dirais que j'ai beaucoup d'admiration pour la chirurgie française. Je crois que la chirurgie française est la meilleure du monde. Et il y a quelques évidences empiriques qui le montrent sur des travaux de survie, et notamment comparé à la chirurgie américaine. Vous savez que vos confrères américains ont pour problème essentiel d'avoir du mal à opérer pour des raisons médico-légales et que souvent, ils ne connaissent bien qu'une seule ou deux interventions et qu'il y a aux États-Unis beaucoup d'erreurs d'indication. Ce qui n'est quand même beaucoup moins le cas en France. Et je vous dirais un mot qui m'a fait, qui m'a fait plaisir, qui vous touchera aussi, je l'espère, c'est qu'il y avait, après avoir pas mal bu, un de vos confrères danois qui me disait « Vous, les Français, vous êtes la seule alternative sérieuse avant l'américanisation du monde. » Alors, il lui disait ça avant l'importance des Chinois, mais je crois qu'effectivement, il y a deux alternatives possibles. Alors, dans ma carrière, je ne vais pas parler de moi longtemps, mais juste deux choses. J'étais donc directeur d'hôpitaux, donc c'est à moi que vous devez la T2A et le PMSI, pour le meilleur et pour le pire. Ou plutôt, c'est à mon ami américain Bob Fetter qui a inventé ce système génial de classification qui n'a pas d'alternative. Soyons sérieux, il n'y a aucune alternative à ce système dans le monde. Il y a des nuances, on pourrait en parler, ça ne sera pas le cas. Et puis, j'ai créé une école de santé publique avec l'Institut Pasteur, dont l'actuel directeur est Arnaud Fontanet. Et enfin, je suis journaliste, au point, où je traite à la fois d'écologie politique, beaucoup. Mon dernier livre s'appelle « Les écolos nous mentent ». Et un peu de santé. Et mon dernière chronique de cette semaine était sur les infirmières. Alors, je ne vais pas vous parler de ça non plus, mais juste vous donner deux chiffres. En 1970, il y avait 150 000 infirmières en France. Cette année, il y en a 750 000. Donc, c'était multiplié par 5. Or, la population française a été multipliée par 1,3. Alors, bon, on peut en parler longtemps, vous verrez que les explications de cette multiplication, il y en a beaucoup. Il y a les 35 heures qui, de fait, sont les 32 heures. Vous savez ce que disait la ministre Strauss-Kahn en parlant des 35 heures de la fonction publique et notamment de la police. Il disait progressivement 27, 28, 29, 30 heures. Alors, moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis pour... Président, j'ai combien de temps? On avait dit une demi-heure. Parce que sur ce sujet, entre une demi-heure et 2 jours, je tiens. Donc,
Alors, donc le problème de la prospective, c'est les ruptures. Et en gros, moi, je me suis presque toujours trompé, pensant que ces ruptures se reproduiraient. En fait, la science politique, ça peut se dire quelquefois en quelques mots, c'est idée, institution, intérêt. Il arrive que des idées créent des institutions. Donc François Ier a créé le Collège de France, Richelieu a créé l'Académie française, Monsieur Larocque a, disons, créé la sécurité sociale en 1945, mais c'est rare. Et quand les institutions existent, les gens dans ces institutions les défendent. Et c'est très très rare qu'une idée nouvelle soit suffisamment puissante pour contrebattre les intérêts existants. Donc c'est ce qu'on appelle en sciences politiques les conditions initiales. Par exemple, connaissant assez bien les systèmes, très bien le système américain, assez bien le système britannique restera ce qu'il est, et notre assurance maladie, elle pourra à mon avis un peu plus évoluer, probablement pour le pire, mais j'en dirai un mot après. Alors, il faut savoir que le système français, c'est très simple, hein. C'est seulement deux choses. C'est la médecine libérale créée en 1925, puis avec une loi de créer l'assurance maladie universelle, et la création de l'idéologie de la médecine libérale en 1926, en réaction à ce système qui se voulait universel, paiement à l'acte, un seul tarif. Et donc, les gouvernements entre 1926 et 1930 ont reculé, et c'est en 1930 qu'ont été créés tous les systèmes de classification, le paiement à l'acte, le secteur 2, c'est pas comme ça que ça s'appelait à l'époque, mais c'était les tarifs de prestation. Et donc, à l'origine, ça, c'était la sécurité sociale, comme les cliniques privées. Et puis, de l'autre côté, l'État et l'hôpital. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que pour aller à l'hôpital public, il a fallu attendre 1941 pour que les gens qui étaient ni indigents ni accidentés du travail puissent être admis à l'hôpital public. Donc, c'est très récent. Alors, il y a 4 grandes réformes de l'hôpital, donc celle-là en 41, 58, donc la réforme Debré, de grand-père, 70, la réforme hospitalière, et en gros, depuis, on essaye de réformer tous les ans, sans vraiment y parvenir. Mais 58, c'est la réforme du temps plein, qui est une réforme essentielle, et puis, bien entendu, la réforme des CHU. Donc, d'un côté, la médecine de ville, et ça, c'est plutôt l'assurance maladie qui gère les nomenclatures, et notamment les nomenclatures d'actes qui vous intéressent tous, et notamment les libéraux de cette salle, et donc tous les problèmes d'entrée ou de sortie de la nomenclature d'actes, et notamment des actes innovants. J'entendais tout à l'heure parler de neurochirurgie, et vous savez que c'est difficile, et de l'autre, l'hôpital et les ARS. Alors tout ça, ça se passe dans un cadre que vous avez aussi évoqué tout à l'heure. Vous savez que donc il y a 700 000 articles nouveaux dans les revues médicales à comité de lecture qui sont publiés chaque année. Vous savez aussi que la déontologie médicale fait l'hypothèse que les médecins les ont tous lus. C'est assez rigolo. Mais ça, ce qui est beaucoup plus important, vous en avez aussi parlé, conduit à une double division du travail. Donc, si vous ne retenez que ça de ma demi-heure. Donc, la faculté de médecine reconnaît quoi, 58 spécialités en France. La American Medical Association en reconnaît 220. À mon avis, la réalité est plus proche du chiffre américain que des chiffres français, puisque en cardio, comme vous le savez, il y a 11 sous-spécialités. Et Philippe faisait une blague que je fais souvent en parlant de l'orthopédie tout à l'heure. Donc, quand l'un d'entre vous a été chirurgien de l'épaule, il a demandé si c'était la gauche ou la droite. Bon, j'ai fait ça à Bangkok parce que j'avais fait un travail sur l'accueil des malades étrangers en France et les hôpitaux
de Thaïlande sont absolument extraordinaires. Je voyais un chief of medical staff qui était effectivement orthopédiste. Donc quand je suis né en 1944, il y avait des chirurgiens. Puis après, il y a eu des orthopédistes. Et maintenant, il y a des spécialistes, enfin, tous les orthopédistes font de la hanche, mais enfin, il y a des spécialistes de la main, des spécialistes du genou, il y a des spécialistes, etc. La cardio, il y a 11 sous-spécialités. Et ceci est inéluctable. Et ça veut dire la disparition des petits hôpitaux. Pour une raison très simple, comme vous le savez, en France, il y a 2600, on ne sait pas trop combien, parce que selon les statistiques, l'assistance publique de Paris, par exemple, est comptée dans 1, car c'est une structure juridique, et puis dans d'autres statistiques, c'est compté comme 40, parce qu'on prend en compte les sites. Mais les Allemands ont 2000 hôpitaux, alors que les Allemands sont 25% plus nombreux que nous. Si on était américain, on en aurait 1000. Si on était anglais, on en aurait 640. Et si on était suédois, on en aurait 300. Donc, vous voyez que l'évolution, elle est assez claire. 2600 établissements hospitaliers. Alors, c'est un peu un jeu de mots quand Madame Buzyn, qui est féministe, donc il y a 2 ans, disait « je ne vais fermer aucun hôpital ». Bien entendu, c'est un jeu de mots. Parce qu'entre l'hôpital de Pontivy et l'assistance publique de Paris, ce n'est pas exactement la même institution. Je ne dis pas de mal ni des Bretons, ni de Pontivy, comme vous pouvez l'imaginer. La deuxième division du travail, c'est celle des autres métiers de la santé. Alors, la profession d'infirmière se spécialise aussi. Il y a les IBOD, etc., etc. Alors ça pose, il y a à peu près 200 métiers. Donc l'organisation des soins, c'est une matrice de 200 par 200. Ça fait 40 000 cases. Des cases vides, mais quand même, vous savez bien, vous et dans vos services, que le problème, c'est la coordination. Moi, je me suis beaucoup occupé de l'hôpital Montsouris, je m'occupe toujours de l'Institut Montsouris-Péry, je m'en occupe encore un petit peu. Et je voyais on dit plus surveillance, aujourd'hui on dit cadre, me dire, mais monsieur, ce matin, il y avait 7 médecins. Qui les coordonne? Alors autrefois, c'est assez clair. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair, on reviendra à ça. Donc, je vous rappelle, et je reviens à ce que je disais, en France, il y a d'un côté la médecine libérale payée à l'acte, de l'autre la médecine hospitalière. Or, la vraie évolution, pour des raisons que l'on va rappeler, le vrai problème, c'est l'organisation des soins à domicile. Ce n'est pas le médecin généraliste payé 26 € la consultation qui va vraiment s'en occuper. Parce que les médecins hospitaliers prescrivent souvent des soins à domicile. Je ne parle pas d'hospitalisation à domicile. Je n'ai jamais cru beaucoup à l'hospitalisation à domicile parce que c'est beaucoup plus facile de changer de chambre que de prendre à 5 ou 6 sa voiture pour aller chez quelqu'un. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'à domicile, on a des perfusions, on a de l'oxygène, on a des chimiothérapies, on a des fournisseurs de matériel, on a l'infirmière qui peut se donner une piqûre, on a aujourd'hui la digitalisation et le reste, qui coordonne ça. Parce que le point essentiel de notre avenir, c'est, outre la technologie sur laquelle je vais revenir, mais c'est le vieillissement de la génération du baby-boom. Donc, comme je vous rappelle, le baby-boom, ça commence en 1947, ça se termine en 1973. Il y a, pour la démographie et la politique sociale, 3 âges importants. L'âge de la retraite, sachant qu'en France, comme vous le savez, c'est particulier. Hein. À 25 ans, la moitié des gens ne travaillent pas. À 60 ans, la moitié des gens ne travaillent plus. Et donc, l'ensemble des impôts et de la protection sociale, elle est payée par eux. Alors, le deuxième âge, le coût de l'âge de la retraite, c'est 70 ans. Pourquoi? 70 ans, c'est l'âge moyen en hôpital d'aigu. Donc, en court séjour. Hein. Et puis, il y a un troisième âge important, c'est entre 83 et 85 ans, où l'inflexion de la taux de dépendance augmente très, très fort. Donc, moi, j'ai appris ça il y a très longtemps, parce que pour ceux qui sont les anciens de l'assistance publique de Paris, il y avait
Madame Larocque. Et mon père, en sortant de son bateau en Bretagne, avait dit à ma fille, qui à l'époque avait 15 ans, « Laure, je n'ai plus mes 80 ans. » Alors, elle lui dit, il a raison, entre 80 et 85, ça change beaucoup, je m'en approche, j'ai 85. Mais voilà. Et le taux de dépendance, or ça c'est 2030. Nous sommes cette année en 21, on n'a pas commencé à préparer ce que sera la prise en charge en domicile des personnes dépendantes en grand nombre entre 2030 et 2050 en gros. Voilà. Alors, par ailleurs, vous avez aussi évoqué, et j'en suis très heureux parce que moi j'ai connu quand j'étais aussi bien à la direction des hôpitaux qu'à la paix dans les années 70, les bagarres entre les spécialités médicales, les spécialités chirurgicales et biologiques, et les spécialités biologiques. Donc heureusement tout ça s'est évolué. Et si on peut penser que la chirurgie va diminuer un petit peu, elle va beaucoup augmenter en nombre. Alors, il faut toujours penser en valeur absolue. Une très grande entreprise française que vous connaissez de nom, mais dont vous ignorez peut-être l'importance, qui s'appelle Sodexo, puisqu'ils emploient 460 000 personnes dans le monde, donc c'est beaucoup, m'a demandé, et son patron qui malheureusement ne va plus très bien, m'a demandé de regarder l'évolution de l'hospitalisation dans le monde, et j'ai créé avec lui et son équipe une base de données gigantesque sur l'hospitalisation dans le monde, parce que leur crainte était que du fait de l'évolution de l'hôpital de jour et la chirurgie de jour, ils perdraient une partie de leur marché de l'hospitalisation. Et je lui ai dit, non, non, vous trompez, vous prenez les pourcentages pour des valeurs absolues. Alors, ça, c'est une bagarre permanente. Il faut toujours penser en nombre et rarement en pourcentage pour des différentes raisons, ne serait-ce que parce que les gens comprennent très très mal les probabilités relatives. Mais bon, si vous faites l'hypothèse que 100% d'une classe d'âge est mortelle, vous voyez bien que la cataracte à 70 ans, l'AVC ou la prothèse totale de hanche, etc., va se terminer par autre chose plus tard. D'ailleurs, en passant, quand on nous raconte que la prévention va diminuer les dépenses de santé, la réponse est non si la prévention est efficace. Parce que si on vit plus longtemps, on dépense plus. Parce que néanmoins, on meurt de quelque chose. Donc, bon, bref, je ferme la parenthèse. Et donc, quand vous regardez en valeur absolue, vous voyez que le marché mondial de la médecine, de toutes les industries autour de la médecine, vont exploser. Mais avec notamment en Occident, du fait de le vieillissement de cette génération très particulière. Alors donc la spécialisation va se poursuivre, de moins en moins d'hôpitaux, même si, pour des raisons politiques, on garde le même nombre. Alors, oui, il y a une parenthèse, j'utilise jamais la notion de besoin parce que ça n'a pas de sens. Mais vous avez deux évolutions. Donc la première, la démographie, j'en ai parlé. La seconde, nous voyons apparaître des médicaments ou des thérapies géniques. Alors j'ai marqué 100 000 $, mais il y en a aujourd'hui, et j'en ai étudié une récemment entre 800 000 et 1,5 million $. Donc comment les systèmes sociaux vont financer ça. Et puis, effectivement, la prévention qui conduit simplement, comment dirais-je, à reculer l'âge de notre dépendance et de notre mort. Alors, il y a un facteur qui joue également un rôle important, c'est le système de paiement des médecins. Et en gros, je suis depuis très très longtemps en faveur du paiement en partiel des généralistes à la capitation. J'ai toujours trouvé qu'il était plus noble de payer un médecin pour prendre en charge quelqu'un que pour faire des actes. Alors, le système qui marche, c'est un mélange, je parle des généralistes,
Et je ne parle pas des chirurgiens, où là, clairement, le système, enfin bref, le système, il y a un débat très ancien sur le paiement à l'acte et le salariat, mais sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais pour les médecins de première intention, un mélange paiement à l'acte et capitation me paraît un bon système. Voilà. Alors, tout le problème du financement des soins et de l'avenir de votre spécialité vient du fait qu'il n'y a aucun lien entre l'évolution de la demande et l'évolution de l'économie. Donc la demande, elle évolue du fait de la démographie, elle évolue du fait des progrès de la médecine, elle évolue éventuellement du fait du système de paiement, mais qu'en revanche, l'économie, elle évolue comme elle évolue. Cette année va être exceptionnelle, mais enfin, on ne va faire que rattraper le retard qu'on a pris. Et donc, on a des taux d'augmentation des dépenses naturelles de soins de 2%, alors que, toute chose étant égale par ailleurs, le simple effet démographique du nombre et du vieillissement de la population, c'est 4%. Donc, tout le problème, c'est comment vous faites rentrer un rhinocéros dans une cage à lapins. Donc, le rhinocéros étant l'évolution de la demande et la cage à lapins étant les capacités budgétaires de l'État. Alors, sachant que l'économie de marché n'existe pas dans le domaine de la santé, tout simplement pour une raison éthique, et cela suffit. On ne va pas mettre aux enchères les reins à transplanter. Et transplanter le plus offrant. Donc, cela suffit, il y en a beaucoup d'autres. Et une autre est très simple, c'est que quand on va voir un médecin, on ne sait pas ce que l'on achète. Alors, en économie, en théorie économie, un des éléments simples, c'est ce qu'on appelle la symétrie d'information. Donc, quand vous achetez une bouteille d'eau ou un kilo de pommes de terre ou 100 km à la SNCF, vous savez à peu près ce que vous achetez. Alors, il y a eu un prix Nobel d'économie qui a été donné à Kenneth Arrow pour un article sur la médecine en disant, dans le domaine de la médecine, il y a une asymétrie d'information entre le médecin et son malade. Lui sait, l'autre ne sait pas. Et c'est pour ça qu'existent les codes de déontologie. C'est vrai, mais des avocats aussi, d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Mais moi, je vais plus loin. Et avec un de mes copains américains, on a écrit des choses là-dessus. Le malade, il ne demande jamais d'être opéré. Il demande d'aller mieux. Donc, la demande n'est pas l'opération. La demande, c'est d'aller mieux. Et c'est le médecin ou le chirurgien qui va traduire cette demande floue en quelque chose de précis, qui est pour vous la nécessité d'intervenir. Donc, on voit bien que le consommateur, le malade, n'est pas quelqu'un en situation normale. Et qu'en plus, il y a un autre élément, je tiendrai dans les temps, qui est que quelqu'un qui va mourir demain n'est pas rationnel au sens de l'économie. Alors, il y a une très très vieille histoire que vous connaissez peut-être, mais qui paraît-il est authentique. Donc, c'est l'histoire, ça se passe à Vienne, un vendredi dans une ambassade d'un pays catholique. Donc, ils mangeaient du poisson. Et il y a un enfant qui se fiche une arête de poisson dans la gorge. Et puis, ça se passe mal. Et puis, ça se passe très mal. Donc, on va déranger le professeur qui était à l'opéra, qui arrive en frac. Il voit que tout le monde était ému. Et puis, il avait le doigt long. Donc, il fait ouvrir la bouche de cet enfant. Il lui gratouille l'arête qui tombe. Tout le monde reprend ses esprits. Et l'ambassadeur lui dit, « Monsieur le professeur, combien vous dois-je » Il dit, écoutez, donnez-moi la moitié de ce que vous aviez l'intention de me donner avant que je n'enlève l'arête de la bouche de cet enfant. Alors, tout ceci pour vous expliquer la symétrie d'information. Donc, comment il répartit l'argent? L'argent est réparti par ce qu'on appelle les techniques de rationnement. Bon, dans notre monde, tout est rationné. Les médecins d'abord. Le numerus clausus, c'est un système de rationnement.
Les lits d'hôpitaux, c'est un système de rationnement. Les budgets sont des systèmes de rationnement. Comment peut-on, par quel mécanisme ajuster l'offre et la demande? Je vous donnerai des références. Voilà. Alors, la différence entre la France et notamment le Royaume-Uni, c'est qu'en France, on a un rationnement tacite, alors qu'il est explicite au Royaume-Uni. Alors, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, je termine avec quelques évolutions possibles. Il y a une évolution étatique, donc vous avez vu, il y a eu un coup de semonce contre lequel je me suis élevé, lancé par M. Véran et qui a retiré le tapis tout de suite, qui est la Grande Sécu. La Grande Sécu, ça veut dire la disparition des assureurs complémentaires. Alors, vous verrez, pour ceux que ça intéresse, j'ai édité le dernier numéro de la revue d'économie financière, qui s'appelle Le financement de la santé. C'est une revue obscure que je ne connaissais pas jusque-là, mais enfin bref, il y a 2 articles sur les assureurs complémentaires et pourquoi, à mon avis, il faudrait les maintenir. Mais la disparition des assureurs complémentaires, ça voudrait de fait dire en France la disparition du secteur 2. Hein. C'est ça que ça veut dire. Donc la création d'un secteur 3 à l'anglaise, puisque, comme vous savez, au Royaume-Uni, il n'y a pas d'assureur complémentaire. Mais en revanche, vous pouvez vous assurer, mais là, à la première livre sterling, pour avoir un système d'assurance, dont je vous signale que c'est très cher. Là, il y a 7 ou 8 ans, une de mes amies américaines qui n'était pas particulièrement malade me dit « Écoute Jean, je suis heureuse d'avoir 65 ans. » J'ai dit « Oui, certes. » Je dis « Pourquoi ?» Mais écoute, parce que je vais être prise en charge par Medicare. Medicare, c'est très proche de l'assurance maladie en France. Mais je lui ai dit « Mais tu payais combien d'assurance par mois ?» Alors qu'elle n'avait aucun facteur de risque. 1 700 $ par mois. Ça vous donne une idée de ce qu'est une assurance au premier franc, au premier euro, pardon. Je montre que je suis vieux puisque j'utilise le terme de franc. Voilà. Donc, disparition du secteur 2, développement pour une minorité d'un secteur totalement privé, des contraintes d'installation. Vous voyez que ça existe depuis très longtemps. Les pays où ça a été imposé, ça ne marche pas. Notamment, vous savez, en Allemagne, l'installation de vos confrères est gérée par la profession. C'est eux qui gèrent l'installation en ville. Mais on n'obligera jamais, notamment du fait de la féminisation de la profession, les gens à aller dans les secteurs, ou les personnes à aller dans les secteurs où ils n'ont pas envie d'aller pour des raisons assez évidentes. Et puis, les dernières possibilités, c'est la restriction du champ des interventions. Alors, des réformes libérales que je prône, la première, c'est la réforme des hôpitaux publics. Pour faire bref, je souhaiterais que les hôpitaux publics deviennent comme les centres de lutte contre le cancer, c'est-à-dire que le personnel soit de droit privé. Donc, je suis pour la disparition du titre 4 de la fonction publique, du statut donc, de la fonction publique. Je suis pour aussi la disparition de la nomination des médecins par un bureau à Paris. Enfin, quand vous expliquez à un étranger que le cardiologue d'Avignon, il est nommé par un bureau à Paris, et il vous dit ça marche, je dis oui, mais c'est très cher. C'est fou, c'est complètement fou. Et pour l'indépendance des établissements hospitaliers. Alors, ça, c'est une conférence, et je vais vous le dire d'un mot puisque je termine dans 2 minutes. En fait, quand on regarde l'évolution de 50 ans de politique de santé en France, c'est une étatisation croissante. Donc, l'État est de plus en plus rentré dans la gestion hospitalière. Il est rentré par le titre 4, il est rentré par les nominations, il est rentré en gros parce que tout est interdit. Vous savez, Churchill, en 1936, disait en Europe, en Angleterre, tout est autorisé, sauf quand c'est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf quand c'est autorisé. En France, tout est autorisé, même quand c'est interdit. Et en Russie, tout est interdit, même quand c'est autorisé. Alors, voilà, nous devenons russes. Mais c'est fou. Alors, il y a des élections prochaines. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais il est clair que, outre la réforme des hôpitaux, on pourrait réfléchir à une forme de paiement à la capitation pour les généralistes partiels.
et surtout à la coordination de la prise en charge des malades en ville. Alors ça s'appelle les réseaux de soins. En anglais, aux États-Unis, il y a énormément de mots pour ça. Ils appellent ça des HMO, des PPO, etc. Et partenariat public-privé pour la recherche et les nouvelles technologies. Alors, je termine par cette diapositive. Je pense qu'il n'est pas sage que le financement soit lié au travail. Ça, c'est un héritage de 1945. Et donc, je suis pour le 100% CSG, ce qui permet de taxer les vieux dont je fais partie, réformer la médecine de ville, libéraliser l'hôpital public. Et dernière chose, et à mon avis absolument essentielle si on veut tenir le choc, et je terminerai par là, de vieillissement de la population, c'est la seule chose qui a, grâce à mes yeux, qu'a fait Madame Touraine, qui n'a pas été la meilleure ministre de la Santé depuis 50 ans, c'est le développer des Bac+5. Alors, elle a trouvé un nom nul qui est les infirmières de pratique avancée, mais on peut trouver d'autres noms. Mais il est évident qu'on va pouvoir tenir ce choc que si, entre les Bac+10 et les Bac+3, il y a des Bac+5 aussi, peu importe. Et en plus, ça répondrait à un des problèmes de la carrière des infirmières, dont le problème essentiel n'est d'ailleurs pas tellement leur rémunération, mais leur carrière. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean. Ça a été passionnant, en tout cas pour moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de discussion. C'est une conférence sans discussion.